Bonjour Anne, Bonjour. je suis ravie de te recevoir. Donc dans un instant, je vais laisser Anne se présenter. On a souhaité en fait faire ce petit moment d'échange en ce jour de Toussaint pour vous parler justement du deuil et de son impact sur chacun de nous, sur notamment notre charge mentale. Mais avant tout, le deuil, c'est un sujet très vaste et je souhaitais vraiment accueillir Anne qui connaît bien le sujet, mais avant tout, je la laisse se présenter. Bonjour Géraldine. Donc moi je suis Anne Dequin, voilà, marquise. Marquise c'est mon nom de plume. Moi je suis médecin généraliste de formation spécialisée en soins palliatifs. J'ai travaillé dans différentes équipes de soins palliatifs à Tours, à Saint-Nazaire et actuellement je travaille dans une équipe à Nantes. J'ai eu un parcours aussi en médecine générale, des remplacements de médecine générale en Touraine et en Loire-Atlantique et puis j'ai été installée pendant 10 ans en médecine Mm. générale et en fait, ce parcours a été interrompu par, la maladie. J'ai eu un cancer du sein en 2020 et un parcours de soins donc en 2020-2021 qui Mm. a beaucoup chamboulé ma vision du soin. Voilà, je suis passée de l'autre côté du bureau. J'ai fait le récit de cette aventure de médecin malade, de soignant soigné dans un livre qui s'appelle «À mon corps soignant», dans lequel voilà, je relate un peu quelle a été mon aventure. À travers la maladie, j'ai aussi fait des deuils. Hein, peut-être qu'on sera amené à en parler de ça, Mm. les deuils de soi, les deuils voilà, d'un corps en parfaite santé, le deuil de l'état de santé que j'ai recouvré depuis quand même. Mais voilà, le deuil, c'est plein d'aspects. J'avais voilà, donc par mon métier de médecin en soins palliatifs, mais aussi en médecine générale, j'ai beaucoup côtoyé la mort et enfin la fin de vie, en fait, l'accompagnement des personnes quand elles sont atteintes de maladies graves et que malheureusement pour elles, l'issue va être fatale. Donc des personnes que l'on suit à différents âges de la vie. Alors je n'ai jamais exercé en pédiatrie. Voilà, Mm. j'ai toujours Mm. exercé soins palliatifs chez les adultes, parce que c'est encore un autre champ, le Mm. domaine Tout à fait, pédiatrique. ouais, j'imagine. Et comme on se disait tout à l'heure, là, voilà, avant de préparer un peu, on va balayer en fait des différents aspects sur le deuil, mais il n'est pas question de faire quelque chose de hyper spécialisé sur le deuil. En fait, on a envie de vous parler un peu à bâton rompu Mm. de différents aspects du deuil, voilà, et sûrement qu'on n'abordera pas tout, mais on avait envie, voilà, parce que c'est la Toussaint et que la Toussaint, on honore ceux qui sont disparus, voilà, qui Mm. sont chers à nos cœurs. On avait envie de ce temps d'échange. Voilà, et c'est un moment précieux pour toutes les deux, donc Mm. je suis ravie de ce moment, et c'est surtout un moment où on souhaiterait justement vous faire passer bah, avec le cœur justement quelques petites brides d'expérience et d'informations, si cela peut vous aider et réconforter notamment les personnes qui sont en plein dans cette période et qui ont, sans être en plein dedans actuellement, mais qui ont un moment d'émotion en ce jour de Toussaint pour des êtres chers partis. Alors c'est aussi mon cas, hein, bien évidemment. Moi, j'ai passé 8 ans dans le funéraire et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'effectivement, la mort a fait aussi partie de ma vie assez fréquemment. Et ça a un impact forcément inévitable sur la vie, sur notre quotidien, sur nos émotions. Donc, si vous le vivez actuellement, tout ce que vous traversez émotionnellement, je dirais que c'est normal d'avoir des Ouais. crises de larmes. Alors, Mm. on va peut-être revenir sur les étapes du deuil, justement, parce que certaines personnes, il y a des fois des Mm. jugements là-dessus, Mm. justement. Ah ben, elle pleure pas, lui, il pleure, il est Mm. effondré, mais il va peut-être arrêter de pleurer au bout de 2 ans. Et puis d'autres, le jour des Mm. obsèques, ne pleurant pas, l'extérieur porte un jugement. Ouais. Alors que, voilà, enfin, Mm. on réagit tous différemment. Et ça a un impact sérieux, ça a un impact sur notre cœur et ça a un impact sur notre cerveau et sur l'ensemble de notre vie. Donc toi qui le vois justement dans ton quotidien de médecin, la réaction des gens est différente au moment de l'annonce du deuil et comment ils réagissent aussi à la préparation du départ d'un proche, parce qu'il y a aussi cette étape-là qui est Ouais. importante. Oui, quand tu parles de l'annonce du deuil, c'est l'annonce du décès. Ou Alors, la mort proche la imminente, mort proche notamment en soins imminente. palliatifs, ouais. Ouais. Ben, en fait, effectivement, il y a différentes manières de réagir face à ça. Je pense que Ouais, c'est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux, en fait, d'être face à l'imminence ouais, de la mort qui approche. En fait, on sait tous qu'en venant au monde, on va mourir un ouais, jour. En ça c'est fait, une c'est le évidence. cycle de la vie, c'est le cycle
des saisons. Voilà, tout ce qui vit meurt et tout ce qui est en terre, enfin voilà, peut repousser. Enfin voilà, on peut imaginer un cycle qui continue en permanence. Mais en tout cas, voilà, on sait plus ou moins qu'on va mourir et en même temps, on n'a pas ça tous en tête tous les jours de notre vie et c'est heureux qu'on n'ait Oui, pas ça tous les jours. Euh, pour le coup, pour l'avoir traversé en étant malade, parce que l'annonce d'un cancer, le mot cancer fait peur et émerge tout de suite quand même assez vite derrière, même s'il y a des chances de guérison et que j'ai eu la chance de faire partie des personnes guéries, il y a quand même cette notion de la mort, tu viens la côtoyer d'un peu près. Et donc j'ai pu déjà expérimenter à quel point c'est quand même angoissant d'être face à quelque chose où tout d'un coup ça devient un peu plus palpable, ça devient un peu plus réel, voilà. Donc quand on est encore plus dans un processus où là on t'annonce que la maladie est grave, qu'elle a progressé et qu'elle est tellement évoluée que de toute façon il n'y a pas de guérison possible, effectivement là c'est comme un mur tout d'un coup qui arrive dans la vie du patient, dans ce qu'il est en train de percevoir, comme si tout d'un coup il y a un cran d'arrêt en fait. Il y a, voilà, tu prends conscience encore plus de ta finitude et du fait qu'à un moment donné, le chemin va là, ça s'arrêter. va Va s'arrêter. s'arrêter. Ce qui est très difficile à ce moment-là, c'est que il y a aussi dans notre discours de médecin et de soignant quelque chose qui est porté autour de l'incertitude, parce qu'en fait, Oui. on ne sait pas évaluer précisément le temps qu'il Oui, ce que reste. j'imagine, Et c'est une question qui c'est doit revenir. oui, Combien de temps je vais avoir avant de partir, en c'est fait, ça. et comment je m'y prépare. Et comment je m'y prépare, voilà, c'est ça. Et donc la personne qui est malade, elle va traverser ce qu'on peut appeler des mini-deuils, c'est-à-dire par Mm. exemple la perte de l'autonomie dans la marche, la perte de l'autonomie pour faire sa toilette, voilà, il y a différentes choses qui font quand plus la maladie progresse et plus tu perds des choses. Et donc ça, c'est quand même le deuil de l'état de bonne santé, le deuil d'une forme d'autonomie. Le Mm. malade, lui, il avance avec ça, avec voilà, la mort qui approche et qui est extrêmement difficile. Une fois que la personne est partie et qu'elle est morte, qu'elle n'est plus là, c'est l'entourage qui doit faire face au deuil. Alors qui déjà, au fur et à mesure de la maladie, dans les cas de maladie, parce que dans les cas de deuil brutal ou Ah oui, d'accident, il c'est n'y a autre pas, chose. il y a Oui, pas oui, ce temps oui, oui. de préparation. Mais l'entourage peut éventuellement avoir pu se préparer aussi à quelque chose qui arrive progressivement, les pertes se suivent, et puis à un moment donné, c'est la perte définitive de l'être cher avec lequel on n'a plus d'interaction, la personne n'est plus là, on va vivre avec un souvenir, et là va commencer le processus de deuil. Alors parfois, dans certains cas, on observe, nous, soignants soins palliatifs, ce qu'on peut appeler une forme de deuil anticipé, c'est-à-dire Oui. quand la maladie se prolonge, quand des entourages qui vont être, avant même que la personne soit décédée, dans commencer à vider une maison, commencer Se à vendre, projette voilà, du départ. se projettent déjà dans l'après. En fait, c'est naturel, enfin, il n'y a pas à culpabiliser de ça aussi, c'est une Mais manière aussi de se de se préparer peut-être à la préparer et séparation. puis de peut-être vivre avec un peu moins de douleur le pire qui est en train d'arriver en fait. N'empêche qu'à un moment donné, on se confronte quand même, voilà, à la mort, elle est là et on va devoir faire avec, Mm. avec cette absence. Et chacun réagit de manière différente. Je parlais tout à l'heure des pleurs qui sont différents les uns des autres. Tu dois faire face, j'imagine, dans certains cas, des familles en colère. Enfin, il y a Mm. différentes émotions qui ressortent à ce moment-là. Il n'y a pas de signes qui permettent de les voir arriver, j'imagine, en tant que médecin. Non, il n'y a pas de signes qui permettent de les voir arriver. Après, alors concernant la colère, moi j'ai une lecture. Pour moi, la colère, c'est toujours le symptôme d'une impuissance. En fait, Oui. voilà, on est en colère et la colère, elle émerge immensément quand il y a une immense impuissance. La maladie, elle renvoie souvent à cette impuissance-là, mais pas seulement la maladie d'ailleurs, parce qu'une mort accidentelle, on est aussi devant l'effroyable de l'impuissance. Le matin, tu as dit au revoir à un Mm. proche, Mm. le midi, il est plus là, tu Mm. es face à une immense impuissance, tu peux rien faire. C'est là qu'émergent les sentiments d'injustice. La colère peut être très forte. C'est là que parfois, moi j'aime bien avoir une lecture un peu systémique aussi des situations que l'on vit et que l'on Oui. accompagne en soins palliatifs, où parfois on est
acteurs de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est-à-dire qu'il y a parfois des familles qu'on Mhm. n'arrivera pas à apaiser complètement. Il y a des histoires familiales qui portent en elles une colère, qui portent en elles une impuissance, qui portent en elles une... Enfin, il y a des déflagrations brutales dans lesquelles nous, on est pris. Et il ne s'agit pas de tout aplanir, de tout apaiser, de tout amoindrir, de tout effacer. On a à accompagner l'autre avec le plus de justesse que l'on peut. Mais des fois, voilà, on peut pas tout aplanir, tout apaiser. Il y a Ouais. des choses qui vont faire partie de la vie de la famille qui reste et puis qui vont devoir travailler ensuite. Alors Voilà. travailler ensemble, mais travailler aussi peut-être les uns séparément des autres, parce que chacun dans une famille va faire son chemin de façon différente Oui, au niveau de son deuil. Toi, quel conseil, entre guillemets, tu peux donner? On parle beaucoup, et alors, je suis la première à promouvoir le fait que pour qu'une émotion passe, il faut se laisser traverser par mm, l'émotion pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir avancer. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un, il va falloir accepter qu'il soit parti. En fait, on ne peut pas le dire pour l'avoir vu dans des familles en organisation d'obsèques. On ne parle pas d'acceptation à ce moment-là. C'est pas possible, c'est trop tôt. oui. Mais quel mot tu emploies quand tu es justement face au départ de quelqu'un ah, petit signe Mm. du clocher de l'église. Euh, euh, voilà, quels sont les mots réconfortants, quels sont les conseils que tu peux donner à l'entourage et même parce qu'on le voit hein, dans certaines unités, les infirmières, le personnel soignant est un peu démuni. Moi, j'ai travaillé avec Mm, certaines infirmières sur l'annonce d'un départ. C'est douloureux mm, à annoncer à une famille quelqu'un qui est mm. parti. Quel conseil tu donnerais, toi? Oui, c'est bah, on y va toujours avec des mots effectivement délicats. Alors, l'avantage de l'unité dans laquelle je suis actuellement, c'est qu'on est une unité de soins palliatifs, donc Oui, en fait, les gens, enfin, on a un temps de préparation vers la mort, et donc ça a pu être parlé en amont, discuté, enfin expliqué. Il y a quand même des morts qui restent, enfin, toutes les morts sont douloureuses à annoncer, mais quelque part, l'annonce, elle se fait un peu de manière progressive. Après, en médecine générale ou même dans d'autres services, effectivement, l'annonce d'une mort est toujours douloureuse, c'est toujours un moment délicat ouais, mais même nous actuellement dans l'unité, des fois quand l'agonie se prolonge et à un moment donné, les familles sont là, ça y est, c'est terminé. Oui, ça y est, c'est terminé. Et ouais. ça y est, c'est fini, ça y est, il est parti. On essaye de le dire, voilà, avec des mots. euh, Parfois il est mort, parfois il est parti. Enfin voilà, plus ou moins de pudeur, plus ou moins, voilà, on nomme les choses. On est là pour entourer, pour accompagner cette vraiment ultime séparation. Parfois, on rappelle les familles parce qu'elles ne sont pas toujours présentes au moment où la Bien sûr, personne est décédée. Donc ça, c'est vrai que c'est délicat à faire aussi par téléphone, de oui, leur dire là, il faut que vous veniez. Voilà. oui, Et, mais il y a ce que dans l'immédiateté, on accompagne une douleur en fait, on accompagne quelque chose. Après, ce que j'ai pu voir pour le coup plus de mon travail en médecine générale, oui, quand après je suivais les familles oui. effectivement Là, c'est ce dont on va endeuillées, parler voilà, c'est justement ça, après. voilà les familles Mm, endeuillées. euh, Moi, j'aimais remettre une forme de normalité dans le processus du deuil qui était en train de se vivre. C'est-à-dire que mm, je trouve qu'avec un peu de tristesse, on a tendance à médicamenter un peu trop rapidement, oui, parfois, ça c'est un point important, voilà, à effectivement. mettre un peu trop vite des Des pansements, antidépresseurs ou des anxiolytiques sur des douleurs immenses et qui sont en fait naturelles. C'est-à-dire que même l'insomnie qui suit quand tu viens de perdre quelqu'un, oui, tu peux traverser une phase dépressive, d'insomnie, de douleur, de pleurs, de larmes, voilà, c'est compliqué. Ce qu'il faudrait pouvoir, c'est pouvoir dire aux gens, c'est normal en fait de pleurer. C'est normal que votre sommeil mm, soit pas là pour le moment. Vous allez le retrouver. Mais pour le moment, il y a cette phase à traverser. C'est triste et c'est normal. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui a tendance à effacer beaucoup la mort, qui est comme quelque chose de tabou, la à, mort est cachée en à France encore, cacher ouais. la mort, à cacher le processus de deuil aussi. C'est bon, Mm, enfin, c'est arrivé très souvent que j'accompagne des familles qui me disent, qui ressentent une forme de pression, soit de la société, soit de l'entourage. Bon, bah maintenant ça fait un mois, bon, bah maintenant ça fait 2 mois, bon, maintenant ça fait 3 mois.
on passe à autre chose en fait. Mmh. Et en fait, non, on passe pas à autre chose si vite que ça. Mmh. C'est pas pour rien qu'il y avait autrefois, ces différents temps du deuil avec, le vestimentaire qui accompagnait et qui durait 9 à Mmh. 12 mois, voilà, où Oui. progressivement, tu retirais un vêtement de deuil ou tu changeais de couleur de vêtement de deuil. Mais c'était symbolique de quelque chose d'un Mmh. processus intérieur, en fait. C'était pas Oui, c'était juste, pas juste pour montrer qu'on était en c'est ça, deuil, en fait. c'était Il y pas a juste un pour montrer qu'on était, c'est processus. ça, Ouais. que c'était en accord avec le processus intérieur et Mmh. c'est dur et c'est long et souvent moi j'accompagnais les familles, je crois beaucoup en l'année. Enfin, c'est-à-dire que Ah oui, moi aussi. la Oui. Il y a première toutes les année, premières fois toutes les qui premières fois, reviennent. voilà. Ouais. Le premier Noël, le premier Oui. anniversaire, le premier Mmh. anniversaire de Ça, c'est mariage, difficile. la première fête des mères, la première fête des pères, le premier, enfin voilà, première Pâques, enfin, première vacances, premier, voilà. Et une fois que le premier cycle est vécu, il y a quelque chose où tout d'un coup on se regarde. C'est pas qu'on s'est habitué à l'absence de l'autre, mais tout d'un coup on se regarde vivre dans une légèreté retrouvée en fait. Oui, et puis il n'y a pas C'est le référentiel, une fois que l'année est passée, de l'année d'avant. Le Noël ouais, suivant, c'est bah, ça, il sera forcément comme celui de l'année c'est ça, dernière. Et on ouais, n'a pas ce besoin de retrouver, oui, parce que c'est pas, on n'oublie pas, hein, on n'oublie mm, jamais, hein, jamais, jamais, vous non, oublierez jamais. Mais, mais ça passe en fait, c'est ça ça, passe avec le temps c'est ça. et ça pèse C'est surtout, je ça. pense. Et le Ouais. temps lave en fait. Enfin, c'est Oui. le Mm. temps, voilà, Et comme avec tu dis, il faut laisser du temps pour accueillir ses émotions. Et alors, certaines personnes ont besoin de traitements médicamenteux. ouais, Voilà, on ne portera pas de jugement. Mais bien évidemment, il faut d'abord accueillir, laisser passer et s'autoriser. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'autorise pas. On est dans mm, une société qui va vite. mm, Le temps, pour moi, c'est la valeur la plus précieuse que l'on ait, d'avoir du mm, temps pour soi et pour les mm, siens. mm, C'est précieux. Alors, dans une période de deuil, c'est normal d'avoir un besoin mm, de ce temps d'arrêt. mm. Et comme tu dis, de laisser, de ne pas pouvoir dormir, de pas pouvoir. Il n'y a rien d'anormal en fait. C'est ça, C'est pas. Mais la société nous renvoie. Ouais, c'est bon, comme tu dis. c'est ça, Ça fait un mois maintenant. Il va pas c'est ça, falloir passer à autre chose, quoi. c'est ça. Ouais. Et des fois, C'est alors, pas possible. alors, Non. la société, puis après, en fait, il y a les contraintes aussi matérielles qui sont Oui, que bien parfois, sûr. bah, tu es obligé de retourner au travail. Donc, effectivement, si tu n'as pas dormi de la nuit, c'est compliqué de ne Oui. pas avoir dormi de la nuit. Mais il y a peut-être une tolérance à travailler autour de ça. Peut-être aussi, des fois, accepter bah, une période d'arrêt un petit peu plus longue, de pause un peu plus grande. Mmh. Ou peut-être que quand on est obligé de retourner travailler, d'avoir aussi des échanges avec l'employeur aussi et puis une forme L'aménagement. d'aménagement ou de tolérance autour de ça, parce que oui, c'est normal de pleurer, c'est normal de ne pas bien dormir la nuit, et c'est aussi possible pour d'autres personnes d'être dans au contraire quelque chose d'actif en fait, et Oui. de, euh, de- de- comment, il y a un processus interne qui se fait de toute manière en fait, mais il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'être dans Action. l'action. C'est pas qu'elles vont oublier, c'est qu'elles savent elles-mêmes, elles savent le dire elles-mêmes qu'elles ont besoin de mettre un peu à distance euh, par, je sais pas, une activité sportive importante, par je m'occupe la tête, etc. Ces personnes-là, elles savent très bien que quand elles se posent dans leur canapé, la tristesse revient. Et c'est important d'avoir des moments aussi où on s'autorise à laisser revenir la tristesse, laisser Mmh. revenir le manque. Euh, Il y a, il y a des choses qui sont importantes aussi à faire aussi, je crois, c'est de s'autoriser à parler aussi de la personne disparue, Oui. à, Ça, à, ouais. à en parler entre soi, entre les membres de la famille, et puis aussi quand on est face à quelqu'un qui est endeuillé, de Mmh. ne pas hésiter à aller voir cette personne et Oui. de lui poser des questions Sur sur le la personne, défunt. voilà, sur Oui. le défunt. Ça fait combien de temps que vous étiez mariés? Depuis combien de temps vous êtes rencontrés? Il avait quel âge? Oh Oui. bah, et puis aussi de ne pas hésiter avec des paroles, des fois, oh, il aurait tellement aimé voir tel paysage, Oui. il aurait aimé, ah bah, s'il avait été là, il nous aurait aidé pour la cueillette des champignons. Enfin, en fait, tout et n'importe quoi, mais continuer à le faire revivre, c'est bah, oui, Anne-Dauphine Julien, elle en parle beaucoup dans Oui. ses livres, cette femme que j'admire beaucoup, Tu m'as fait voilà, découvrir voilà, effectivement son qui, parcours voilà, incroyable. Ouais. qui a perdu 3 Terrible. de ses enfants sur les 4 et qui parle beaucoup, notamment, alors un de ses livres qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre Consolation, qui fait un peu écho dans ma tête aux consolations de Christophe André aussi, mais ce mot de consolation, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et euh, qui, qui est pas que du ressort du soignant en fait, mais qui peut toucher les soignants, qui peut toucher les proches, qui peut toucher les connaissances dans l'entourage d'une personne endeuillée. Et ce temps de consolation, osons le prendre en fait. Mmh. C'est-à-dire que la personne endeuillée
eh ben, moi j'ai envie de dire, osez vivre vos émotions, osez vivre votre tristesse, accepter l'idée qu'il y a des phases douloureuses et difficiles. Et l'entourage, autorisez-vous à la consolation. Et la consolation, ça peut être une main Oui, posée, ça exactement. peut être Ouais, juste un un regard. regard, un petit temps, un je suis là, si on n'a pas plus de choses à dire que ça. Parce que la souffrance de l'autre, elle fait peur et Bien elle sûr. fait mal aussi en retour. Je l'entendais beaucoup, des familles, notamment qui perdaient un enfant, me dire quand je suis dans la rue, les gens changent de trottoir Mm, parce mm, qu'ils savent tellement pas quoi me mm, dire mm, qu'ils préfèrent l'éviter. Mais c'est terrible parce qu'en fait, mm, la personne se sent encore plus mm, seule. mm. Bah, si on sait pas quoi dire, et ben on peut dire je sais pas quoi dire en fait. C'est ça, ouais, Juste dire, c'est bah ça. ouais, je suis embêtée, Mm, je sais pas quoi dire, mm, mais voilà, comme tu dis, ouais, un geste, un regard, ouais, c'est la société qui nous a amputés de cette façon de communiquer avec une personne endeuillée, alors que enfin, moi je trouve ça beau de mm, pouvoir, euh, même si on n'a pas les mots, de pouvoir prêter juste son épaule, son mm, oreille pour écouter. Quelqu'un qui vient de perdre un être cher, il a des fois besoin de parler, parler pour être entendu, mais c'est pas spécialement pour qu'on non, lui réponde en fait. On n'a pas besoin de, voilà, il n'y a mm, rien à répondre en fait, mm, mm, mais de le laisser parler. ouais, Ça, pour moi, on partage ces mêmes valeurs bah oui, là-dessus et c'est tellement important. Et ça libère. Ça mm, libère inconsciemment le mental. Ça libère inconsciemment un certain nombre de choses qui peuvent rester figées. Parce que la maman qui m'expliquait que son entourage, dans la rue, les gens changeaient de trottoir, elle, ça la perturbait, mais mm, c'était un deuxième traumatisme en fait. mm, Et ça, c'est vraiment douloureux à vivre, quoi. oui, Et il y a un autre sujet que j'aurais voulu que l'on aborde et auquel je crois beaucoup, c'est pour s'apaiser, c'est l'importance des rituels. mm, Qu'est-ce et, que tu en penses, toi, en tant que médecin? Alors, est-ce que, en tant que médecin, c'est des choses que vous conseillez? Est-ce que là, on sort du cadre thérapeutique, entre mm, guillemets, mais pour moi, c'est une forme de thérapie, le rituel. oui, Euh, si. Alors ça, moi, je crois beaucoup dans le rituel. Voilà, j'ai un parcours où je me suis aussi intéressée à plein d'autres choses, où j'ai essayé de créer une activité voilà, d'accompagnement en santé globale à côté, oui. je propose des cercles de femmes, des cercles mixtes aussi, mais où le rituel a son importance. Euh, alors, on peut être rattaché dans un rituel à une religion, et Mm, ça, oui. on a des familles qui savent nous dire et qui demandent à être accompagnées selon tel rite religieux et qui peuvent faire appel ou recours aux représentants de leur culte, en fait. Et puis, on a aussi la possibilité pour soi de s'improviser des rituels de souvenirs, de soutien. C'est pour ça que je crois aussi quand même beaucoup, mais après, bon, c'est vrai que c'est propre aussi aux croyances de chacun, mais je crois beaucoup quand même en l'importance aussi de matérialiser Mm, un espace de recueillement, en fait. oui. Donc, c'est même quand il y a des incinérations, souvent, moi, Mm, je conseille aussi, en fait, beaucoup aussi, enfin, qu'il y ait un espace de recueillement. C'est-à-dire que même quand il y a une incinération et des cendres qui vont être dispersées, je pense ouais. que c'est bien qu'il y ait une petite plaque, en fait, ou quelque chose qui matérialise voilà, qui puisse être un lieu, même si c'est pas le lieu où on va spécialement aller se recueillir, parce que parfois c'est devant une bougie avec une Mm, photo de la personne oui. défunte à la maison que l'on va avoir ce temps de recueillement, mais quelque part on se relie à un autre Mm, endroit qui marque le passage, qui marque la présence de cette personne sur Terre, et on sait bien que ça va marquer ce temps de passage tant qu'il y aura des personnes pour se souvenir bien d'eux, sûr. parce qu'un jour après nous, 200 ans, 300 ans après, nos tombes, elles vont disparaître et d'autres personnes seront là et on pensera à ces autres personnes plus tard. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui est éphémère, mais qui est dans le temps humain, en fait. Mm. Et dans le temps humain de ceux qui vont survivre, pour vivre un deuil assez apaisé, je crois vraiment en cette matérialisation d'un espace. Après, chez soi, ou dans le lieu de culte, voilà, qui peut parler à chacun, euh, je crois que c'est important effectivement d'aller trouver des ressources dans le rituel. Voilà. Mm. Et le rituel à la maison, il peut être effectivement comme ça,
voilà, d'allumer une bougie, de mettre des fleurs, Mmh. de mettre une photo, de De se faire, réunir. de se réunir, de Ouais, faire telle promenade rituelle en souvenir au défunt. tout à Parfois, fait. certains vont déboucher une bouteille Oui, en souvenir du défunt parce que c'était telle bouteille que lui avait gardée dans la cave. Euh, J'aime aussi, moi, inventer cette notion de rituel. Parfois, je propose ça aux familles quand, des fois, quelqu'un meurt et un des proches est très loin, à l'étranger, oui, et ne va pas pouvoir revenir pour, pour les à obsèques. la fois pour soit l'accompagnement, enfin le temps qui se vit en famille, et notamment pour les obsèques. Et parfois, je propose aux familles de suggérer à la personne qui est loin de s'inventer un rituel à distance. Donc pareil, encore une fois, religieux ou non religieux, enfin dans une forme de spiritualité ou en tout cas de quête L'élan de du sens, de cœur, quête du ouais. sens d'élan du cœur. Et des fois, ça peut être de se connecter au moment où tout le monde est dans la cérémonie d'obsèques. À ce moment-là, peut-être d'allumer une bougie, de regarder, Mmh. ou de se connecter à un grand paysage. Ou, voilà, ce temps du rituel, il peut se vivre aussi pour les personnes qui sont loin et qui, Mmh. quelque part, vont venir se connecter à la cérémonie, au temps des adieux. Ça, c'est pour le temps des adieux, mais ça existe aussi pour après, en fait, Bien sûr. dans le processus de deuil. Alors, un des rituels qui se fait de manière un peu naturelle, c'est aussi d'aller porter des fleurs sur la tombe. Et Bien c'est ce que l'on sûr, va faire à la Toussaint, où on va aller fleurir nos cimetières qui bien sont sûr. si beaux à cette Ouais, période. exactement. Le Et donc, chrysanthème est une voilà, plante que je trouve voilà, magnifique. c'est ça, voilà. Ouais. Et donc, mais fleurir la tombe, ça peut être aussi quelque chose, voilà, soit parce qu'on y va, des fois certaines personnes éprouvent le besoin d'y aller toutes les semaines ou Oui. tous les mois, Mmh, enfin mmh, voilà, il y mmh. a, ce rituel-là peut être quelque chose, mais ça peut être aussi voilà, un rituel où on arrose une plante, et puis voilà, Mmh. et puis Et c'est peut-être pas que, et pathologique c'est pas d'y aller toutes pathologique, les semaines. non, non, et c'est pas De pathologique, déculpabiliser parce qu'effectivement la société renvoie ça, cette image de culpabilité, voilà, passer à autre chose. ouais, Non, chacun va à son rythme. ouais. Et Et d'ailleurs, en fait, c'est au moment où le rituel s'estompe un peu que l'on voit euh, que le processus de deuil est en train de guérir un peu à l'intérieur mmh, de soi. Alors, ça guérit jamais complètement, il reste toujours une mmh, cicatrice à l'intérieur de soi, de la personne disparue. Mais quand tu vas toutes les semaines fleurir ou arroser une tombe, ou tous les mois, et puis un jour tu oublies, tu vas pas, et tu oui, laisses passer une semaine, ou tu laisses passer un mois, ou tu laisses, et tout d'un coup, tu t'en rends compte, et tu t'aperçois que c'était plus tout à fait aussi utile ou nécessaire dans ton oui. quotidien. Tu dis, ah, je vais y aller, mais avec moins moins de C'est plus nécessité. une C'est urgence. plus une urgence, Ouais, voilà. ouais. Et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est en train de s'apaiser un tout petit peu en toi. Mmh. Une urgence, Ouais, voilà. ouais. Et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est en train de s'apaiser un tout petit peu en toi. Mmh. Voilà. Et puis on C'est- n'oublie pas ceux qui sont partis. C'est Non, pas de non, reprendre son quotidien, de reprendre sa vie, de oui. déculpabiliser. Vous les oubliez pas en fait. On peut continuer son chemin en ayant perdu des êtres chers. On a le droit de retrouver de la joie sans se dire on a oublié les gens qui ont fait partie de notre Mm, vie. Loin de là. C'est aussi se connecter à eux. Moi, mm, je sais que c'est quelque chose de puissant de me connecter aux gens qui sont mm, partis et qui me sont chers, de me dire de toute façon, ils auraient aimé en fait mm, me mm, voir continuer, voilà. Et par contre, j'ai mes petits rituels et ça pour moi, c'est mm, la bougie, la lumière pour mm, moi est quelque chose d'indispensable. Trouvez votre outil à vous en mm. fait. C'est ça, C'est ça, on a tous. c'est ça. Mm, Oui, mm, oui. mm. Moi, c'est vrai que je cite souvent le jardinage ou Oui, parce que en fait, il y a quelque chose dans le cycle de la nature qui ramène au cycle de la vie, et oui, qui est puissant, qui est fort, en fait. Enfin voilà, arroser une ouais. plante, arroser, enfin voilà, prendre soin de quelque chose en Mm, dehors de soi, c'est ouais. joli aussi. Mm, mm, mm. Alors, on va arriver au terme de cet échange. Je vais laisser Anne conclure et nous donner son avis justement sur ce sujet-là. Et puis à quel moment il faut vraiment là s'inquiéter de sa situation quand on va vraiment pas bien et qu'on n'arrive pas à passer cette Mm. étape-là. Voilà. Ouais. Alors, en fait, je crois qu'à toute étape et à tout moment, il peut être important et opportun d'aller frapper à une porte, voilà, Ouais. vers une oreille attentive. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des Mm, soignants, ça peut être un médecin généraliste, un psychologue, un thérapeute, mm, quelqu'un qui va pouvoir être à l'écoute dans la difficulté du travail de deuil que vous êtes en train de vivre. Et
et pas hésiter à aller témoigner de cette douleur et de cette souffrance. Et j'espère qu'en face de vous, vous trouverez ces personnes consolantes, voilà, cette consolation nécessaire au travail de deuil. Et puis, parfois, la tristesse devient tellement envahissante. Effectivement, parfois, dans certaines situations extrêmes, on peut être amené à parler de deuil pathologique quand il y a c'est l'incapacité à se défaire du rituel, la douleur qui devient tellement envahissante qu'elle empêche la personne de continuer à vivre et à reprendre le cours de sa vie. Quand le souvenir de l'autre prend tout l'espace. Bon, mais tout ça, ces signes-là sont effectivement repérés très bien par les médecins, par les thérapeutes qui suivent et qui accompagnent et qui voient qu'à un moment donné, la personne, elle ne refait pas du tout surface dans sa vie. C'est-à-dire que ce que je décrivais tout à l'heure du processus de deuil où petit à petit, on oublie d'aller fleurir la tombe, enfin, voilà, où on laisse un peu le temps s'écouler On parce qu'on s'autorise un reprend petit peu de et joie. on s'autorise de la joie et on repart dans la vie. Dans un deuil pathologique, ça ne revient pas. En fait, le processus de vie ne repasse pas par-dessus la vie. En fait, on se laisse entraîner dans sa douleur, sa tristesse, sa souffrance, et on reste accroché à peut-être à une espèce de ritualisation, pour le coup, souvent une trop grande ritualisation du quotidien, où, voilà, où on est... et cette mesure-là, elle est en fait, on ne peut pas dire, par exemple, c'est pathologique d'aller tant de temps sur la tombe, ou au contraire, c'est guérisseur. En fait, c'est propre à chacun. Tout va dépendre. On peut très bien passer sur une tombe en allant, hop, faire ses courses au marché, être dans la vie, Oui, etc. tout à Et fait. on peut, au contraire, être complètement crispé à ne voir que le moment où on va sur la tombe et ne faire que ça et rentrer chez soi et pleurer. Donc, c'est pas aller sur une tombe ou ne pas y aller en soi qui va être pathologique. C'est Comment on se sent comment de on se sent à l'intérieur. l'intérieur. Et le corps manifeste des signes aussi, peut-être? Bah, les signes sont les signes de la dépression Oui. dans le deuil pathologique, avec pour le coup une insomnie qui ne passe pas, des larmes qui passent pas, une tristesse qui est envahissante, des ruminations qui sont là, parfois on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus, en fait on n'a plus l'élan de vie pour rien, on n'arrive plus à retrouver du tout cet élan de vie. Tout ça, c'est des signes cliniques qui peuvent être repérés en consultation et qui sont, en fait, dans tous les cas, osez aller vers les mains consolantes autour de vous, et puis à un moment donné, voilà, osez vous en remettre aux personnes autour de vous qui, voilà, pourront peut-être détecter le signe un peu, voilà, qui fait qu'on est ou pas dans quelque chose de pathologique. Mais voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez en dessous de la vidéo nous les poser. On vous mettra d'ailleurs au-dessus de la vidéo les liens sur l'ouvrage, le livre d'Anne, À mon corps soignant, qui est un livre formidable, qui m'a beaucoup émue. Et puis tous les autres liens dont on a pu parler dans cette vidéo, on vous les mettra en accès, bien évidemment. On vous souhaite à tous et toutes une belle journée de Toussaint. Et je vous souhaite entouré et puis plein de bonnes ondes à vous tous pour cette journée. Au revoir et merci beaucoup à tout le monde. Merci.